Je crois qu'il va falloir faire une petite lecture commentée de ce magnifique journal Science et Avenir. Un dernier numéro, enfin là on est début mai 2024, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur la première seconde de l'univers. La première seconde de l'univers, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de seconde avant, il y avait une première seconde. Et voilà ce que nous dit monsieur Charles de Big Bang. Durant la première seconde de l'univers, la taille de l'univers observable par qui passe de 10 puissance moins 35 mètres à plus d'une année-lumière. C'est ce qu'on appelle l'inflation, mais c'est l'inflation de quoi? C'est une expansion de l'espace, mais il n'y a pas d'espace. Où se produit cette inflation de l'espace? Où se produit cette expansion de l'univers? Comment est-ce qu'on peut mesurer une expansion de l'espace s'il n'y a pas d'espace? Avant le Big Bang, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Le Big Bang est censé expliquer l'espace et le temps. S'il n'explique pas l'espace et le temps, c'est qu'il se situe dans le cadre de l'espace et du temps, et donc dans le cadre de l'univers. La théorie du Big Bang n'est pas du tout une théorie de l'origine de l'univers. C'est une théorie sur une transformation envisagée d'un univers préexistant. S'il n'est pas préexistant, il n'y a pas d'espace-temps à dilater. S'il y a dilatation, c'est qu'il est dans l'espace et dans le temps. Et si le temps évolue et l'espace en même temps que sa propre dilatation, il est vain de vouloir la mesurer. Comment pourrait-on mesurer l'espace et le temps alors que ces deux conditions changent à une vitesse extrêmement rapide? La température, pendant cette première seconde, passerait de 10 puissance 32 degrés Celsius à 10 puissance 12 degrés Celsius. C'est-à-dire que c'est refroidi très vite. 10 puissance 32 degrés Celsius, c'est une température inimaginable, évidemment. Rien à voir avec les températures connues du Soleil ou d'autres choses. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est de se dire que l'univers avait une température avant qu'il y ait de l'espace et du temps. Comment peut-on avoir une température en l'absence de temps? Une température instantanée, ça veut dire quoi? Comment peut-on mesurer une température s'il n'y a pas de temps? Si on se brûle, il faut garder la main sur la source de chaleur un certain temps. Si c'est instantané, l'instant il est nul, 0 secondes, 0 aucun temps. Comment est-ce qu'on peut parler de chaleur? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une chaleur en l'absence de temps? Il n'y a pas d'univers, mais c'est chaud. Il n'y a rien, mais c'est chaud. Extrêmement chaud. C'est une température en soi, une température par elle-même, qui est la température de rien du tout. Il n'y a rien, mais cela est parfaitement chaud, extrêmement chaud. Quelle est cette chaleur? D'où vient cette chaleur? Pourquoi est-ce qu'on imagine qu'il peut y avoir une chaleur dans ces conditions? On l'imagine parce que ce sont des calculs, évidemment. On imagine qu'à un certain moment, l'univers est très dilaté et il a une certaine température. Si on concentre toute cette température, on va avoir un point très très réduit avec une température énorme qui sera la somme de toutes les autres températures. Mais tout ça, ça se passe dans le temps. Et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de température. Certains préfèrent penser qu'il n'y a pas de Big Bang et qu'il y a une succession de naissance et de mort de l'univers, de dilatation et de contraction de l'univers. Ça, on appellerait ça le Big Bangs, des rebonds successifs. Ces rebonds représenteraient une véritable respiration de quelque chose. Donc l'univers serait quelque chose de tout à fait vivant, qui, comme nous, respire. Il inspire, il expire, il inspire, il expire. Donc ce n'est absolument pas une explication de l'origine de l'univers. À la limite, c'est une description d'un être qui aurait une respiration. Pendant cette première seconde de l'univers, toutes les forces qui régissent la physique se mettent en place. La physique a bien de la chance. Les quarks apparaissent afin de donner naissance à tous les protons, à tous les neutrons. Afin de donner naissance. Ils sont bien gentils, ils permettent la naissance des protons et des neutrons. Les quarks apparaissent. Aucune idée d'où apparaîtrait un quark qui serait une sous-particule. Les quarks apparaissent afin de donner naissance à tous les neutrons et à tous les protons. Tout était prêt pour que se forment ensuite les premiers atomes, ceux d'hydrogène et d'hélium. Alors, les quarks, ils étaient concentrés dans un espace minuscule, 10 puissance moins 35 mètres, et ils apparaissent. Et il apparaît non seulement l'espace, mais aussi les quarks qui sont contenus dans cet espace. Il n'y a pas d'abord l'espace, ensuite les quarks. À moins qu'il y ait les quarks d'abord et l'espace après. Où ces quarks apparaissent-ils?
Dans quel espace apparaissent-ils, puisqu'il n'y a pas encore d'espace? Et est-ce les quarks qui constituent l'espace? Et s'ils sont partis d'un point où tout était concentré, mais si c'est concentré, ça ne peut pas avoir de température. Un quark n'a pas de température par lui-même. Une particule n'a pas de température par elle-même. C'est les mouvements, les interactions, les frottements entre les objets qui produisent des températures. Si tout est concentré en un seul point, il ne peut y avoir aucune température. Ça ne peut être que glacial, pire que glacial. Sans mouvement, il n'y a pas de température. Et pourquoi la température provoquerait-elle une explosion? Il n'y a aucune raison que la température, si température il y a, provoque une explosion quelle qu'elle soit. Et si elle provoque une explosion, alors tout va partir dans toutes les directions. Et à aucun moment, les quarks n'auront le loisir de constituer des protons ou des neutrons ou autre chose. Et si protons et neutrons il y avait, à aucun moment, ces protons, ces neutrons n'auraient la moindre chance de se réunir pour constituer des atomes. C'est une première évidence. Comme disait Marcel Calmont, un ami de mon père, on n'a jamais vu une encyclopédie naître de l'explosion d'une imprimerie. Ou alors c'est pas du tout une explosion. L'inflation n'est pas une explosion. C'est une théorie qui ne rend pas compte des causes de cette expansion, des causes de l'apparition de la matière à partir de rien, des causes de l'origine du temps et de l'espace. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une inflation, une création d'espace et de temps alors qu'il n'y aurait rien eu avant? Et qu'est-ce que ça veut dire? Une explosion dans un cadre ni spatial ni temporel. C'est une explication de l'univers dans le passé. Et donc ce n'est pas une explication de l'univers, puisque l'univers c'est maintenant qu'on l'observe, c'est pas dans le passé. Le fait de percevoir l'univers, c'est maintenant que la question se pose. Or, s'il y a eu une création d'univers dans le passé, pourquoi y a-t-il un univers maintenant? Pourquoi l'univers se créerait son propre temps au fur et à mesure pour durer et pour évoluer? Il faut qu'il y ait du temps pour que ça prenne du temps. Et pour qu'il y ait une expansion, il faut de l'espace. Est-ce que se dilater et créer son espace en même temps, ça veut dire quelque chose? Est-ce que durer alors qu'il n'y a pas de temps, ou créer le temps qui permet de durer à chaque instant, est-ce que ça veut dire quelque chose? Être conscient d'un univers, c'est maintenant toujours. C'est pas dans le temps. L'impression de temps, elle est dans le présent. L'impression d'espace, elle est dans le présent, elle n'est pas dans le temps. C'est pas qu'il qu'on a un univers, c'est maintenant qu'il y a l'univers et que la question se pose. L'univers, si on en a conscience, si on veut l'expliquer, c'est qu'il est dans la conscience. Et s'il est dans la conscience, toutes les lois de l'univers sont aussi dans la conscience. Et donc, il n'y a aucune raison qu'une de ces lois échappe à la conscience. La question de l'univers se pose maintenant, ici, là où on est. Elle ne se pose pas autrement. Poser la question de l'univers il y a X temps, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut partir de rien. Si on part de quelque chose, on n'explique rien. On ne fait que décrire comme on peut des variations, des changements dans un univers préexistant et des changements successifs. Aujourd'hui, on parle de big boons. Un coup une expansion, un coup une concentration, un coup une expansion, un coup une concentration. On ne saura pas pourquoi, on ne dira pas pourquoi. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela se produirait. Et d'ailleurs, ça n'a aucune raison de se produire et ça ne se produit pas. Tout cela repose uniquement sur la croyance que l'univers est en expansion. C'est bien une croyance que l'univers est en expansion. Et à partir de là, tous les problèmes surgissent. On n'aurait pas imaginé cette expansion, ce genre de problème ne se poserait pas. On a fabriqué les problèmes en croyant à l'expansion de l'univers. Et on croit à l'expansion de l'univers suite à l'observation du cosmos. On observe, semble-t-il, un décalage vers le rouge du spectre lumineux des étoiles qui donne l'impression que les étoiles s'éloignent parce que les ondes s'allongeraient au fur et à mesure qu'on regarderait loin. On se dit, voilà, s'il y a un décalage vers le rouge, c'est que les étoiles s'éloignent. Plus on regarde loin, plus on voit ce décalage s'accentuer. On se dit, elle s'éloigne de plus en plus vite. Ce qui est quand même curieux. Supposons qu'il y ait une explosion, comme beaucoup le prétendent. Il y a toutes les raisons pour que cette expansion elle ralentisse, évidemment, ou qu'elle se maintienne à peu près à la même vitesse. Mais pour accélérer, là, ça pose vraiment un problème. Est-ce qu'il va falloir trouver la source d'énergie qui fait accélérer cette expansion? Jusqu'à quand va-t-elle accélérer? Et comment allons-nous finir par réunifier toute cette matière en un seul point? Ça, ce sont des problèmes totalement insolubles, inextricables pour la physique, parce que l'univers n'est pas physique. On essaye d'appliquer des règles physiques à quelque chose qui n'est pas un objet physique. L'univers n'est pas un objet physique. Dans le cadre de l'univers, on peut dire qu'un objet est un objet physique et qu'il est régi par des lois physiques. Ok, mais l'univers dans son ensemble n'est pas un objet physique. On ne peut pas le cerner, le mesurer, le comparer à un autre univers pour faire des expériences sur l'un et vérifier sur l'autre si c'est juste.
Non, l'univers n'est pas du ressort de la physique. Il sort du cadre épistémologique de la physique. On ne doit pas aborder l'univers dans son ensemble comme on aborderait l'étude d'un objet par rapport à un autre, d'un aspect de l'univers par rapport à un autre. Non, globalement, c'est pas possible. C'est cette erreur de départ qui est la source de toutes les autres erreurs. C'est cette erreur de départ qui fait qu'on ne peut rien comprendre à partir de l'étude physicienne de l'univers. Et de fait, on ne comprend rien, strictement rien. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle il y aurait concentration ou expansion. Pour quelle raison l'espace et le temps apparaîtraient. Aucune idée de la source d'énergie qui provoquerait tout ça. Aucune idée de la raison pour laquelle, si toutes ces particules s'éloignent les unes des autres à partir d'un point, comment peuvent-elles se réunir pour former des atomes, pour former des particules, etc. Nous, on cherche quand même, on s'accroche quand même à ce semblant d'explication. D'abord parce qu'on n'a rien à proposer et qu'on ne peut garder son autorité que si on a quelque chose à proposer et qu'on arrive à l'imposer d'une façon ou d'une autre. Mais dire on ne connaît rien, on ne comprend rien, on ne sait rien, c'est malvenu. On ne peut pas accepter de dire des choses comme ça. Donc on essaie toujours de consolider une théorie, même absurde, pour avoir quelque chose à proposer. On dit souvent, si c'était vrai, ça se saurait. Mais c'est le contraire. Personne n'en parle. On ne veut pas le savoir. C'est pas possible, puisque les intérêts égotiques et autres s'y opposent. Si c'est vrai, tout sera fait consciemment ou inconsciemment pour y échapper, pour se le cacher. Et c'est ce qui se passe. Mais pour celui qui a sincèrement envie de comprendre, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun problème. C'est une question de sincérité, c'est une question de désir. Ai-je vraiment envie de comprendre? Et cela, quelles que soient les remises en cause psychologiques, spirituelles, les remises en cause d'images de soi, de croyances, quelles que soient ces remises en cause, mon désir de comprendre est plus grand. Alors, il n'y a aucun obstacle à la connaissance. Mais le fait est qu'en général, les préjugés sont les plus forts, les habitudes sont les plus fortes, les peurs sont les plus fortes, les mémoires sont les plus fortes. Les attachements sont les plus forts. La première seconde, l'univers était déjà à 10 puissance 32 degrés. Donc ils ont quand même un four très efficace. Et les quarks sont tous apparus. Plein de quarks. Grâce aux quarks, il y a des neutrons et des protons. Sans les quarks, il n'y avait pas de protons. Vive les quarks! Les quarks, pas les quacks. Les quarks. Je sais que la science est pleine de quacks, mais là, c'est pas des quacks, c'est des quarks. C'est quelque chose qui permet les neutrons et les protons. Ils ont un but. Sinon, il servira à rien. C'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi. Je dis que des quarks apparaissent afin de donner naissance à tous les neutrons et les protons.